Allez, on se dépêche là un petit peu, hein, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps en plus. Voilà, j'étais en formation self-défense. Faites gaffe, hein, je peux maintenant vous tuer avec une trousse, je l'ai appris. Ah, d'un coup, on moufte moins, hein, j'ai l'impression. Bon, aujourd'hui, on va parler de rallye raid avec la course la plus connue, le Dakar. Alors maintenant, en 2042, la course a lieu sur la Lune. Avantage, ça détruit quand même vachement moins les dunes. Mais en 87, la course avait même lieu, et c'est extraordinaire, en Afrique. On va revenir sur cette édition qui marque la fin d'une ère sur cette course. Cette 9e édition n'est pas facile à organiser. Elle se déroule 1 an après l'accident de l'organisateur de la compétition, Thierry Sabine. En 86, le fondateur de la course meurt dans un accident d'hélicoptère. Il est accompagné par Jean-Paul Le Fur, technicien d'RTL, Nathalie Audan, journaliste au JDD, et Daniel Balavoine, un grand chanteur. Oui, alors c'est vrai qu'en 2042, vous le connaissez pas, mais il était très connu. C'était un petit peu le Dadju de l'époque. Pour relancer la course en 87, il faut retrouver un organisateur. C'est le père de Thierry, Gilbert, qui décide de s'en charger. Mais il a besoin d'un directeur de course car, contrairement à son fils, il ne connaît pas le désert. Et il va conserver l'ancien bras droit de Thierry Sabine, Patrick Verdois. Il va aussi recruter René Medge, ancien vainqueur de la course en auto. Mais il est temps maintenant de se concentrer sur le parcours car le 1er janvier arrive très vite et il va falloir convaincre les concurrents que le rallye n'est pas mort. La direction de course a décidé de repartir sur du classique pour cette édition 87. La course part de Versailles pour aller à Dakar. Elle sera composée de 20 étapes qui traverseront l'Algérie, le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal pour finir. L'un des moments importants de la course sera le passage devant l'arbre de Thierry Sabine. Le rallye est plus court, il fait 2000 km de moins que l'année précédente, mais les secteurs chronométrés sont plus longs. L'organisation a décidé de diminuer les liaisons pendant toutes les étapes pour éviter les accidents parfois mortels. Et oui, après une spéciale, les concurrents parfois se déconcentrent et les assistances ne conduisent pas toujours très bien. En 86, un concurrent japonais est mort, tué par un conducteur ivre d'un véhicule d'assistance. Au niveau du règlement, pas de changement, nous retrouvons toujours 2 classements, un pour les motos et l'autre pour le camion et les autos. On retrouve les meilleurs pilotes du moment en moto, le match va être très intense. Le quadruple vainqueur de l'épreuve, Cyril Neveu, est au départ avec une Honda. Il aura comme équipier son dauphin au général, Gilles Lallet. Chez BMW, on retrouve le vainqueur en 84 et 85, Gaston Rayet. Mais l'adversaire numéro 1 de Neveu, c'est Hubert Auriol, également double vainqueur de l'épreuve. Ce dernier roule avec une Cagiva, qui est la moto la plus puissante au départ. Dans cette catégorie, on retrouve donc tous les vainqueurs de l'épreuve au départ. En auto, Porsche a décidé de se retirer, mais un autre constructeur fait son apparition avec Peugeot. Ils vont participer avec une 205 de rallye classique légèrement modifiée. Avec la disparition des groupes B en rallye, la 205 ne peut plus participer et la réglementation du groupe A n'est pas intéressante pour le constructeur français. Avec Jean Todt à la tête de l'équipe et Vatanen comme pilote, la concurrence va avoir du fil à retordre. Lada a engagé Jackie X et Mitsubishi, qui a gagné l'an dernier, repart avec Zaniroli et Patrick Tambay. En moto, dès le départ, le match est lancé entre Cyril Neveu et Hubert Auriol. Gaston Rayet ne peut rien contre ses pilotes. Hubert Auriol remporte très vite 2 étapes dans les premières journées de course, mais il est distancé au général par Neveu. Le quadruple vainqueur a décidé de mettre en place sa tactique habituelle. Il fait un écart lors de l'arrivée en Algérie, et ensuite, il va tenter de gérer son avance. Il profite de l'agilité de sa moto dans les pistes cassantes de l'Algérie, et dans ce type de terrain, la Cagiva d'Auriol n'est pas aussi à l'aise. En plus, il perd 2 coéquipiers sur disqualification. De Petri et Gualdi sont surpris par un hélicoptère de presse en train de changer leur numéro de moto, ce qui est interdit par le règlement. Dans le clan de Cyril Neveu, chez Honda, c'est Lallet qui est disqualifié à cause d'une anomalie moteur. Lors de la 8e étape, le départ se fit depuis l'arbre de Thierry Sabine. C'est un moment émouvant pour les participants, 1 an, quasiment jour pour jour, après la mort du fondateur de la course. Au moment de la journée de repos, Cyril Neveu a plus de 30 minutes d'avance sur Hubert Auriol. Rien n'est joué encore car il reste beaucoup de désert à parcourir. En auto, le début de course est compliqué pour Peugeot car Vatanen finit le prologue sur 3 roues à cause d'un problème de fixation de suspension. Chez les suiveurs, on a des doutes sur la fiabilité de la Peugeot 205, qui est une voiture de rallye à peine préparée pour le désert.
Il se retrouve 250e au général à 10 minutes. Heureusement, Jean Todt, le directeur de l'équipe, n'est pas né de la dernière pluie et il a préparé cette course pendant l'automne avec des tests dans le désert du Ténéré. Malgré la poussière des autres concurrents, il remonte au classement pour prendre la première place. La 205 est bien plus rapide que les gros 4x4 du désert. Et malgré un tonneau dans une saignée, il a une belle avance pendant cette journée de repos. Après cette journée au bivouac, la course passe par le Mali et surtout la Mauritanie. C'est un passage très compliqué de l'épreuve. Le 17 janvier, du côté des motos, la course va subir un gros rebondissement. C'est une mauvaise journée pour Cyril Neveu. Lors de la liaison, avant la spéciale, il percute un âne. Sa moto subit de gros dégâts et il est obligé de revenir au bivouac. L'équipe Honda lui remet sa moto à neuf, mais il va être obligé de rouler très vite sur la liaison. Et oui, les liaisons ne comptent pas pour le classement général, mais les pilotes doivent respecter un temps maximum, normalement assez large, qui tient compte des limitations de vitesse. Si un pilote va trop vite ou s'il met trop de temps, il reçoit une pénalité sur son classement de course. Cyril Neveu arrive juste à temps pour le départ de la spéciale. Gaston Raillet le rattrape rapidement et lui met la pression. Le problème est que le pilote BMW n'est pas bon en navigation. Cyril Neveu est quant à lui très énervé par son début de journée. Il ne fait pas assez attention et il va se perdre dans le désert. Il se retrouve à 1 heure du nouveau leader Hubert Auriol. Mais la course est encore loin d'être terminée. Du côté des autos, Vatanen continue à caracoler en tête. Il augmente même son avance au général. Il confirme que la 205 est au-dessus du lot. Mais le 19 janvier, l'étape entre Attar et Nouadhibou en Mauritanie ne va pas se passer comme prévu. À l'époque, sur le Dakar, l'organisation faisait parfois des erreurs dans la conception du parcours. Et c'est le cas dans cette étape très rapide. La journée n'est pas compliquée, avec des pistes, et pas vraiment de dunes à l'horizon. Et pourtant, elle va mettre en difficulté tous les concurrents. Le parcours longe une voie de chemin de fer, et le souci, c'est que plus on se rapproche de la voie de chemin de fer, plus il y a de morceaux de métal dans le sable. Mais plus on se rapproche du chemin de fer, plus on peut aller vite. Et Vatanen ne va pas voir les morceaux de fer, il va crever ses 4 pneus. Il ne peut pas réparer car il n'a pas 4 roues de secours dans sa voiture. Kowan de Mitsubishi s'arrête. Vatanen lui demande de rattraper Meta, son coéquipier, pour lui demander de faire demi-tour. Après 30 minutes, Meta arrive et donne ses pneus à son leader. Malgré ce problème, il garde 1 heure d'avance sur Zaniroli, son dauphin. En moto, avant cette spéciale, tout va bien pour Auriol qui a une avance confortable sur Neveu. Son adversaire semble même résigné pour la victoire finale. Mais l'Africain, comme on le surnomme, va crever également 2 fois dans cette étape. Neveu, qui roule derrière lui, s'en aperçoit et il décide d'attaquer pour récupérer son retard. Auriol reste en tête à la fin de la journée, mais son avance n'est plus que de 9 minutes à 2 jours de l'arrivée. Le match est complètement relancé chez les motos. La veille de l'arrivée, nous allons voir le moment le plus important de l'histoire du Paris-Dakar. Nous sommes au Sénégal, avec une étape qui doit arriver à Saint-Louis. Le parcours comprend 357 km de spécial répartis en 3 sections différentes. Cyril Neveu part avant Hubert Auriol. En rallye raid, pour des raisons de sécurité, les concurrents partent les uns après les autres. L'ordre de départ est déterminé par le classement de l'étape de la veille. Le vainqueur de l'étape précédente part en première position et ainsi de suite en déroulant le classement. Ça va avoir son importance sur le déroulement de cette journée. On est attentif, Cyril Neveu ouvre la course. Il faut faire attention, les pistes sont rapides mais elles sont truffées de pièges. Le terrain est souple et dans les ornières on peut trouver des racines ou encore des cailloux qui peuvent endommager la mécanique mais également le physique des pilotes. Sur les 2 premières portions, Neveu attaque, il reprend du temps sur Hubert Auriol. Mais l'écart reste important avant d'attaquer la dernière partie d'étape. À l'époque, les moyens d'information sont rudimentaires. Il n'y a pas de GPS et encore moins de tracking sur les sites internet comme aujourd'hui. Cyril Neveu termine son étape et à partir de ce moment-là, c'est l'attente. Il se passe 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. On ne voit toujours pas Hubert Auriol. D'autres motards arrivent et annoncent qu'Auriol a eu un problème. Il aurait chuté. Cyril Neveu se retrouve en tête du classement, mais on attend toujours Auriol. On entend enfin le moteur de sa Cagiva. Il a des branches au niveau de ses bottes. Il arrive en pleurs en criant qu'il s'est brisé les 2 chevilles. Il faut le porter pour qu'il puisse quitter sa machine. Il décide même d'arrêter la moto ce jour-là. Le prochain Dakar qu'il gagnera en 92, ça sera en auto. Cette image d'Hubert Auriol sur sa moto en pleurs marquera l'histoire des sports mécaniques et bien entendu du Dakar. En auto, la fin de course est moins rocambolesque avec la victoire de Vatanen. C'est le début de la période de domination du groupe PSA jusqu'en 1997. Ils ne perdront qu'un seul Dakar, en 92 précisément.
Pour Vatanen, c'est un moment important. C'est son grand retour au sommet. En 85, sur le rallye d'Argentine, le Finlandais subit un gros accident. Sa jambe gauche est brisée et il subit une hémorragie interne. À ce moment-là, personne ne sait s'il pourra reprendre la compétition. Il s'en sort sans séquelles. Il revient un an après en rallye, de nouveau en Argentine en 86. C'est sa première victoire en compétition depuis cet accident. Ce Dakar 87 est très important et intéressant. C'est la fin d'une époque, celle des premiers Dakar, celle de l'amateurisme au niveau des participants, mais aussi au niveau de l'organisation. Les Dakars de Thierry Sabine sont très folkloriques, avec des parcours modifiés le matin même et souvent des étapes trop difficiles. Avec l'arrivée de son père, la course se professionnalise, mais elle perd aussi un peu de son charme. En moto, c'est la dernière victoire de Neveu. Auriol, lui, ira en auto, et Raillet ne gagnera plus non plus. En auto, l'arrivée de l'armada Peugeot change complètement la donne. Certes, depuis de nombreuses années, le Dakar voit passer des constructeurs comme Volkswagen ou même Porsche. Mais les moyens étaient limités et l'amateurisme encore présent. Par exemple, lors de la victoire de Jackie X, son copilote est le comédien Claude Brasseur. C'est aussi la fin de la période des Dakar bling bling. À l'époque, la course est un rendez-vous télévisuel tous les soirs sur TF1. Elle attire aussi les stars francophones comme le prince Albert de Monaco, Michel Sardou ou encore Evelyne Delia, la présentatrice météo. La seule exception est en 2002 avec la participation de Johnny Hallyday. Maintenant, la course est devenue beaucoup plus confidentielle au niveau de la médiatisation. Avec l'arrivée de l'armada Peugeot, c'est aussi la fin de l'improvisation. L'équipe française est excellemment bien préparée en amont de la course grâce à Jean Todt. On rappelle que le français permettra à Ferrari de renouer avec le titre de champion du monde. Tiens, en passant, le titre de champion du monde de Ferrari, c'est en quelle année ? Bande d'incultes. Vraiment, on n'est pas gâté pour le bac. C'est en 99 avec le titre constructeur. Ça sent vraiment pas bon pour le bac. Bon, on se retrouve pour un prochain cours. Et puis cette fois-ci, on va pas chômer, parce qu'on va faire même 2 disciplines en même temps. Allez, à la prochaine. Et puis j'espère que vous serez en forme.